Et voilà, me revoici pour la dernière partie de ma vidéo, de mes lectures du mois de janvier. Et je continue avec Les Radley de Matt Haig, paru aux éditions Albin Michel. Donc Les Radley, c'est l'histoire d'une famille de vampires qui s'installe dans un petit bled tranquille, un petit peu façon Desperate Housewives. Et ils s'intègrent vraiment, ils boivent pas de sang, on les appelle d'ailleurs des abstinents. Mythologie vampire bien expliquée, assez innovante, gros point fort du livre. Voilà. Et donc, ils vivent tranquillement. Et d'ailleurs, la grande particularité de ce bouquin, c'est que les deux enfants du couple ne savent même pas qu'ils sont des vampires. Et donc, évidemment, catastrophe quand la jeune fille, je vais pas vous dire les noms parce que je pense que j'ai oublié. Je suis désolée. Voilà, ça arrive. Et donc, la jeune fille va à une soirée et puis paf, un garçon qui essaye un petit peu de profiter d'elle. Elle va vouloir se défendre, elle va le mordre, elle va le goûter au sang. Enfin bref, voilà, grosse catastrophe qui débarque. On va retrouver le corps, la police est au courant que les vampires existent. Enfin bref, bon roman. Je vous dévoilerai pas plus, il faut quand même laisser un petit peu de suspense. Mais donc moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est le fait justement qu'on met encore une mythologie vampire, un petit peu, on a une mythologie qui est assez innovante par rapport à ce qu'on voit d'habitude, avec des vampires qui ont choisi d'être abstinents, avec un manuel, le manuel de l'abstinent, dont on a certains extraits qui sont expliqués à chaque partie du livre. Et à la fin, vous avez même un petit lexique que je reprends tout de suite. Voilà, le glossaire de l'abstinent, ici en fin de roman. Vous voyez, où là on vous explique tous les termes qui sont repris un petit peu dans le roman. Alors ça c'était un bon côté, mais en même temps ça m'a un peu gênée. J'aurais préféré avoir des notes de bas de page, tout simplement parce que quand vous êtes pris dans un roman, si vous voulez chaque fois retourner en fin de bouquin pour aller voir un petit peu ce que ce terme ça veut dire, bah, vous perdez un petit peu de l'attention et de la concentration que vous avez sur votre lecture. Donc moi j'aurais préféré des notes de bas de page, mais bon je suis une grande flemmarde. Donc je vous le recommande chaudement. Les Radley, un très bon roman de vampires pour adultes. Vraiment bien fait. J'ai mis que le seul point faible que je retrouvais dans ce bouquin, et malheureusement je n'ai pas pu faire autrement que de vous expliquer de quoi il s'agissait dans cette chronique, c'est de dire, voilà, vous avez une quatrième de couverture où on vous dit également qu'ils sont comme des vampires. Or, quand vous prenez les premières pages du roman, vous ne le savez pas, vous vous retrouvez un petit peu comme les enfants qui ignorent totalement qu'ils sont des vampires, vous savez juste qu'il y a vraiment des choses bizarres qui se passent, qu'il y a des secrets dans cette famille, et donc je trouve ça dommage. J'aurais essayé de faire une quatrième de cover qui soit un petit peu moins spoilante et qui réserve la totale surprise au lecteur. Voilà, mais sinon, à lire d'urgence, Les Radley de Matt Haig, paru chez Albin Michel. Alors, enfin, dernier bouquin dans mes découvertes, c'est Sacrifice divin, donc le premier tome des aventures de Marla Mason de Théa Pratt, paru chez Eclipse. Alors ce roman, au début, pour être honnête, je pensais que j'allais être déçue, tout simplement parce que je ne pouvais pas sentir Marla. Voilà, moi, vous savez, j'ai quelque chose avec les personnages quand je lis un roman. Si j'adhère pas au personnage, il y a grande chance que le roman ne me passionne pas des masses. Et Marla, au début, je l'ai trouvée, mais vraiment imbue d'elle-même, très autoritaire, freak control, mais vraiment à un niveau très très élevé, pas très gentil avec son ami Rondo. Et donc, je l'aimais pas du tout, notre petite Marla. Et puis pour finir, opération assez bizarre dans ce bouquin, c'est que j'ai fini par l'apprécier et j'ai bien aimé le monde qui était dévoilé dans Sacrifice divin. Et c'est un monde de magie, on ne parle pas de vampires ni quoi que ce soit, ici c'est un monde de sorciers. Et j'ai bien aimé toutes les distinctions qui étaient opérées entre les nécromanciens. Il y a même des sorciers spécialisés dans le porno, enfin toutes des choses comme ça. Enfin, vraiment, chacun est spécialisé dans un domaine. Et Marla, en fait, si elle est à San Francisco, parce qu'à la base, elle est la sorcière attitrée d'une autre ville, et donc si elle vient à San Francisco, c'est parce que l'autre sorcière puissante de cette ville, de Felport, si mes souvenirs sont bons, eh bien, a décidé d'évincer Marla en la rayant de la carte, en disant, ben voilà, puisque de toute façon je peux pas la battre loyalement, et qu'en plus de ça, je vais me retrouver avec tous ces loyaux serviteurs sur le dos, eh bien moi je vais employer la matière forte, je vais carrément évincer Maria, la rayer de la carte.
Et donc, pour pouvoir avoir cette menace de Suzanne, donc qui s'enlève de sa tête, il faut qu'elle retrouve la pierre angulaire et qu'elle puisse jeter un sort avec cette pierre-là. Il n'y en a que 4 au monde, enfin plus que 3, parce qu'il y en a une qui a été avalée par un autre sorcier. Vous voyez, c'est très bien fait comme roman. Et donc, elle va essayer de retrouver la pierre angulaire en remontant une piste via un sorcier ami qui est mort. Donc ça commence un petit peu mal pour Marla qui se retrouve finalement sans piste pour savoir où est cette pierre. Et lorsqu'elle va enfin la retrouver, il y a un autre sorcier complètement mégalo qui a décidé de l'utiliser pour refaire venir sur Terre des espèces de dieux aztèques, une espèce de grosse tortue ou de grenouille. Euh, qui va anéantir toute la ville de San Francisco et puis le monde. Donc non seulement Marla doit veiller à la menace qu'elle a sur sa propre tête avec Suzanne qui peut lancer le sort à n'importe quel moment, mais en plus elle va devoir sauver la ville de San Francisco, qui n'est pas sa ville à elle, mais en se disant de toute façon, il faut que je récupère la pierre, et deux, ce zigoto, si jamais il parvient à exécuter son plan, eh bien il n'y aura pas San Francisco, mais il n'y aura plus de ville, la mienne, elle sera rayée de la carte, lui qui va prendre le contrôle de l'univers ou de la Terre en tout cas. Et donc Marla, ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est sa répartie, c'est qu'elle n'a pas froid aux yeux, c'est vraiment une héroïne très très attachante une fois qu'on est passé outre la première impression qu'on a d'elle, il y a d'une fille assez froide qui ne pense qu'à elle et qui ne pense pas aux autres. Mais à part ça, moi ce que j'ai adoré, c'est sa répartie, elle répond vraiment du tac au tac, elle a réponse à tout, elle est très courageuse, elle a vraiment décidé de tout faire pour sauver la ville de San Francisco. Enfin bref, j'ai aimé Marla, j'ai aimé ses amis, notamment l'acteur Bee qui l'accompagne, qui s'avère aussi être un être supernaturel, on va dire comme ça, doté de grands pouvoirs, rondeau. Chaque fois, on va rencontrer, évidemment qu'elle va rencontrer un nouveau sorcier, elle va faire le nécessaire pour qu'il devienne un ennemi mortel. Évidemment, c'est du Marla tout craché. Enfin bref, j'ai adoré, je vous recommande chaudement. Sacrifice divin, donc une aventure de Marla Mason, le premier tome de Théa Pratt paru chez Eclipse. Et j'ai hâte de voir le tome 2 qui s'intitulera L'assassin des rêves. Voilà. Alors, on passe à mes coups de cœur maintenant. J'en ai eu 3 ce mois-ci. Le premier, c'est Alera de Kayla Kluwer, paru chez les éditions Le Masque Jeunesse. Et donc, Alera, c'est un petit peu un roman que je n'attendais pas. Tout simplement parce que c'est pas vraiment le genre de livres jeunesse que j'ai pour le moment, qui sont très fantastiques, très vampires et compagnie. Ici, rien de tout ça, c'est vraiment une ambiance conte de fées, une ambiance médiévale, où on a la jeune Alera qui est une princesse, la princesse du royaume d'Itanica, qui est obligée, lors de son 18e anniversaire, qui est dans quelques mois, d'épouser l'homme qui deviendra le futur souverain du royaume. Tout simplement parce que elle, même si elle est la fille du roi, comme elle est une femme, elle n'a pas le droit de monter sur le trône, c'est son mari qui devra monter sur le trône. Et son père a décidé qu'elle devrait épouser le fils de sa garde actuelle, qui est le parfait candidat pour être le roi. Le problème, c'est que ce jeune homme est une vraie tête à claque, imbu de lui-même, qui est persuadé que toutes les filles veulent d'elle. Moi, personnellement, si je devais le comparer à quelqu'un, ce serait Gaston dans La Belle et la Bête. Il m'a vraiment fait penser à Gaston et je pouvais vraiment pas l'encadrer du début jusqu'à la fin. Et donc, elle veut pas l'épouser parce qu'elle l'aime pas, parce qu'elle espère quand même faire un mariage d'amour. Et en plus de ça, elle va rencontrer Narian, qui est un jeune homme qui vient du royaume voisin, des Kokiri. Mais voilà, ils sont en guerre avec le royaume d'Itanica, malgré qu'il y a eu une trêve. Depuis 16 ans, ça a l'air d'être la paix. Mais jusque, parce que Narian, évidemment, est une arme clé chez les Kokiri qui comptent s'en servir pour mettre fin au royaume d'Itanica et pour pouvoir l'annexer. Et donc voilà, elle va être un petit peu je vais y arriver, elle va être un petit peu tirée entre ses obligations en tant que princesse et donc de son devoir de devoir épouser l'homme que son père estime le mieux pour remplir les fonctions de roi, et son cœur qui lui dit qu'elle doit épouser Narian. Enfin bref, j'ai vraiment bien aimé. Alera est un de mes personnages fantastiques, enfin pas fantastiques, mais un de mes personnages en tout cas que j'aime beaucoup, auquel je me suis très attachée. Une jeune fille forte, malgré qu'elle va devoir quand même se plier à certaines règles
parce qu'en tant que princesse, elle a des responsabilités et des obligations. J'ai vraiment aimé ce premier tome et j'attends la suite avec impatience. Voilà, Aléra aux éditions Masque de Kayla Cluver. Ensuite, j'ai lu en coup de cœur Rosémée, tome 1, La Belle qui porte malheur de Béatrice Bottet, paru chez Matagot Nouvel Angle. Alors ici, ça aussi, c'est une vraie surprise. Je ne m'attendais pas du tout à mettre ce livre dans mes coups de cœur. Donc en fait, c'est l'histoire de Rosémée, qui est une jeune fille qui vit à Paris et qui est danseuse dans un espèce de troquet où bien sûr les filles doivent aussi se prostituer pour le compte de leur patron, et elle refuse de se prostituer, elle y va pour chanter, pour danser, mais une fois que sa soirée est terminée, elle rentre chez elle parce qu'elle considère de toute façon qu'elle porte malheur, puisqu'à chaque fois qu'un homme essaye de la toucher, eh ben il meurt dans les heures qui suivent. Donc elle dit voilà, moi je porte malheur, je vais pas monter avec les clients parce qu'ils vont mourir. Donc elle se sert un petit peu de sa malédiction pour ne pas devoir se prostituer. Et elle va rencontrer Mathias, qui est un jeune garçon qui vient de San Francisco, en pleine époque de rue et de l'or. Et donc Mathias qui a une mission pour un homme, je vais y arriver décidément, aujourd'hui ça ne va pas. Donc un homme à San Francisco qui lui a demandé de récupérer son manuscrit. Donc il a écrit un livre assez... on va dire assez chaud, qui risquerait de l'emmener en prison, sur le statut social des ouvriers de l'époque. Et donc, il aimerait bien récupérer ce manuscrit-là. Et il lui dit, voilà, tu vas aux Trois Anges. Là, il y a Fifi les Gambettes qui danse. Et Fifi les Gambettes, elle a mon manuscrit. Et il va y avoir confusion. Parce que il va rencontrer pas Fifi les Gambettes, mais Fifi Bout de Ficelle, qui est en fait Rosémée. Et à partir de là, il va approcher Fifi Bout de Ficelle, il va devenir ami avec Rosémée, et puis forcément une belle histoire d'amour va naître entre deux, qui est le point ultra fort de ce roman. J'ai adoré, parce que la fin est poignante, parce que j'ai hâte d'avoir le tome 2 entre les mains, parce que je n'ai jamais vu une histoire d'amour racontée avec autant de poésie, c'était vraiment magnifique. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le contexte historique dans lequel il se passe, puisque Béatrice Bottet nous plonge vraiment dans une France des années 1850, donc après la Révolution. J'ai bien aimé aussi le petit glossaire, enfin c'est pas un glossaire, c'est un petit supplément qui est à la fin du livre pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, comme elle le dit. Voilà, ici vous avez des informations sur la rue vers l'or. Vous avez aussi des informations sur Paris au temps de Napoléon III. Et comme vous pouvez voir, les dessins sont vraiment, c'est l'autre page, les dessins sont vraiment magnifiques dans ce livre. Il y en a plein comme ça. Voilà, ici on peut voir les Trois Anges. Voilà. Enfin bref, moi j'ai beaucoup aimé. Tout m'a plu. L'histoire, qui reste simple, hein, donc il n'y a rien de fantastique hein, là-dedans. C'est vraiment un contexte historique avec une jeune fille qui rencontre un jeune homme, elle pense qu'elle porte malheur, il tombe amoureux, arrive ce qui arrive, et puis paf, malheur. Il se passe quelque chose qui les sépare, et on espère qu'ils se retrouveront dans le tome 2. Voilà, j'ai hâte de l'avoir entre les mains. D'ailleurs, je dois contacter Madame Béatrice Bottet pour avoir un interview sur mon blog. J'aurais déjà dû le faire depuis quelques temps, mais j'ai pas eu le temps, donc je ferai ça cette semaine ou la semaine prochaine. Et vous devrez retrouver cette interview sur mon blog dans pas très longtemps. Mais je vous conseille, je vous recommande chaudement, plus que chaudement, vous devez absolument lire Rosémée, tome 1, La fille qui porte malheur, chez Nouvel Angle. La nouvelle saga de Béatrice Bottet, c'est vraiment magnifique. Voilà, et enfin on termine sur mon plus beau coup de cœur. Enfin, c'est pas vraiment un nouveau coup de cœur, c'est un coup de cœur qui se confirme au fur et à mesure des tomes, ça devient de plus en plus fort pour moi. Une saga qui a beaucoup d'importance et dont je ne fais que parler. Pour le moment, je n'ai plus que ça à la bouche, donc je pense que vous aurez déjà compris qu'il s'agit de Vampire Academy, le tome 3, Baiser de l'ombre. Donc ici, je vais rien vous dire parce que j'ai pas envie de spoiler les gens. Je peux juste vous dire que c'est jusqu'ici le meilleur tome que j'ai lu. Plein de suspense, la fin, elle est juste horrible. Et quand vous l'aurez lu, vous avez juste envie, c'est d'avoir la suite entre les mains. Il faudra attendre le mois de mai. Cependant, parce que chez Castlemore, le tome 4 arrivera seulement au mois de mai. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le lire en VO, mais
je vous le recommande. Franchement, j'en dis pas plus, hein. Vampire Academy, c'est quelque chose qui se découvre. Il est hors de question que je vous spoil. Donc, c'est mon coup de cœur du mois. Voilà. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, je vous laisse et je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour mes vidéos du mois, mes lectures du mois de février. Voilà, une bonne fin de journée à vous. Au revoir.